Amélie Nothomb, Tant mieux nous raconte l'histoire d'Adrienne. Nous faisons sa connaissance alors qu'elle a 4 ans. Nous sommes pendant la guerre en 1942 et Adrienne doit passer les vacances d'été chez sa grand-mère, bonne maman de Gand, alors que sa sœur Jacqueline passera 2 mois chez bonne maman de Bruges. Et à Gand, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc elle a 4 ans, elle est toute seule avec sa grand-mère et elle découvre que sa grand-mère est un monstre. Un monstre sadique qui l'expose à des tourments mais inimaginables. Et bon, Adrienne a 4 ans, elle comprend que personne ne va venir la sauver, ni la protéger, donc elle doit s'adapter à une telle situation. Et elle décide de trouver un mot magique qui lui permettra de s'adapter à l'insupportable. Elle trouve le mot c'est tant mieux. C'est un mot qu'elle a déjà entendu, elle a très vaguement compris ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que c'est finalement, sans le savoir, elle est très nietzschéenne. Quoi qu'il lui arrive, elle trouve un moyen de vaincre cette situation, elle s'y adapte. Plus c'est horrible, plus elle rigole. Moyennant quoi, elle passe son été de façon absolument héroïque et presque marrante. Alors tant mieux, ça revient comme un mantra qu'Adrienne va reproduire lors de chaque situation difficile, lors de chaque événement malheureux également. Dans ces mots, elle sentait, je vous cite, qu'il y avait une décision de bonne humeur, la version joyeuse du sang-froid. Oui, c'est-à-dire, il faut se mettre à la place de cette petite fille donc, qui vit des choses, enfin, je suis désolée de le dire aussi crûment, mais sa grand-mère lui fait manger des choses immangeables, la petite fille vomit, et elle doit remanger son vomi aussi longtemps qu'elle ne le garde pas. Ce sont des situations des situations extrêmes. Bon, la petite fille comprend que ce n'est pas humain de subir une chose pareille. Bon, elle décide qu'elle survivra. Donc elle décide de rire de tous les tourments et elle y parvient. Elle y parvient grâce à un chat. Finalement, c'est à travers le chat qui s'appelle Pneu, comme par hasard. Oui. Et c'est à travers ce chat qu'Adrienne va finalement mettre cette grand-mère horrible dans sa poche. Elle parvient à séduire sa grand-mère en montrant qu'elle aime son chat. Ce chat qui, auparavant, d'abord semble un personnage de moindre importance et dont on comprendra l'importance absolument capitale à travers ses retrouvailles avec sa mère, puisqu'à la fin des vacances, Adrienne retrouve sa mère, donc on se dit c'est la fin de son supplice, elle retrouve sa maman qui a l'air d'une bien gentille femme, son supplice est terminé, mais non. C'est là que ça devient pire que tout, parce que la petite fille raconte tout simplement ses vacances qui ont été horribles, elle a mangé son vomi, elle a dû faire des choses affreuses, la maman rigole quoi que sa petite fille lui raconte, mais à la fin de son récit, la petite fille dit « J'ai rencontré le chat de ma grand-mère » et là, la mère se décompose. Et on comprend que ce chat va être au centre d'une intrigue effarante, qui va être le fil conducteur de la suite du livre. Alors, je vais dévoiler un tout petit peu, parce que cette grand-mère qui aime les chats plus qu'elle aime ses propres enfants, hein, d'une certaine manière, va faire de sa fille Astrid, la mère d'Adrienne, une tueuse de chats. Alors Adrienne va s'en apercevoir, va même le découvrir, ce qui ne va pas l'empêcher malgré tout de continuer à aimer cette maman comme si Adrienne adoptait la duplicité de sa mère. Et cette notion de duplicité, elle est fondamentale dans ce roman. Voilà, donc la petite fille découvre que sa mère aussi est un monstre, puisque sa mère est serial killer de chats. Et donc ça se passe en Belgique, dans un quartier de Bruxelles, la mère extermine tous les chats de ce quartier de Bruxelles, avant de déménager et d'exterminer tous les chats de cet autre quartier de Bruxelles. Donc elle fait les choses en grand. La petite fille assiste à ces meurtres avec saisissement et elle décide d'aimer sa mère quand même. Donc elle est absolument épouvantée par ces meurtres perpétrés avec une extrême cruauté. Mais elle aime sa mère, donc elle trouve un moyen de se dédoubler pour, quand elle voit sa mère perpétrer ses crimes, l'aimer quand même. Bon, évidemment, on ne sort pas indemne d'une telle, d'un tel supplice. J'ai envie de dire que la duplicité, elle est logée partout dans ce roman, parce que les parents d'Adrienne ont ce qu'on va appeler des mœurs très libres pour l'époque. Ils ont tous des doubles vies. Oui. Son père a une double vie, sa mère a une double vie. Ne parlons même pas de sa vie de serial killer, c'est encore autre chose. Donc la petite fille,
qui aime ses parents, voit ses parents avoir des mœurs extrêmement étranges. Mais là encore, je vous rappelle que sa philosophie, c'est le tant mieux. Elle passera au travers de toutes ces horreurs en disant « ça doit être bien puisque mes parents le font, donc tout ceci est très bien ». Et elle vit tout cela avec beaucoup de bonne humeur. Alors cette duplicité, elle va loin parce que, là encore je vous cite, Adrienne finit par divorcer d'elle-même et c'est sa mère qui lui dit « Ma chérie, tu peux mentir, mais je t'interdis de devenir cinglée ». Oui, c'est-à-dire qu'elle se retrouve vraiment dans une situation impossible. Mentir, a priori, c'est pas bien grave. Nous sommes tous exposés au mensonge à divers degrés un jour dans notre vie. Mais Adrienne, c'est même plus du mensonge. C'est que quand elle assiste à des horreurs sans nom, elle doit devenir quelqu'un d'autre. Elle doit se dédoubler. C'est ce que nous faisons tous. Si enfants nous sommes exposés à l'insoutenable, nous devenons quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas du mensonge, c'est de l'adaptation. Et bien sûr, sa mère constate que la petite s'est adaptée jusque-là. Et voilà, elle lui dit « Bon, j'ai constaté que tu mens, ce qui n'est pas vrai. La petite ne ment pas, elle s'adapte. » Elle lui dit « Tu as tous les droits, sauf de devenir cinglé. » Ce qui est un ordre impossible, parce que évidemment que si on se dédouble, on devient cinglé. Il faut parler de l'importance des mots dans le cours de la vie d'Adrienne, des mots et des dates. Les 17 reviennent sans cesse, tout comme les prénoms Albert, Astrid, Adrienne, une sorte de sororité des A. Et les mots, il y a Maïsna, un nom qu'elle voit dans la cuisine et qu'elle va donner à une cuillère en bois qui va lui tenir lieu de poupée lors du séjour chez Bonne Maman de Gand. Les mots que des années plus tard, elle va écrire en lieu et place de sa sœur Jacqueline à un amoureux, et des mots qui vont changer sa vie. Oui. Donc Adrienne grandit, elle a une grande sœur très particulière, très compliquée. Et cette grande sœur inspire l'amour à un jeune homme et se met à recevoir des lettres d'amour de ce jeune homme. Et la grande sœur ne sait absolument pas quoi faire de ces mots d'amour qu'elle reçoit. Et les apporte à la petite sœur. Elle a l'air délurée, elle saura quoi faire avec cette prose. La petite sœur trouve ça génial. Elle dit « Est-ce que tu m'autorises à répondre à ces lettres ?» Mais bien sûr, vas-y, fais-toi plaisir. Donc la petite sœur écrit des tartines amoureuses en réponse aux lettres amoureuses que reçoit sa grande sœur, et commence toute une correspondance amoureuse de la plus extrême intensité entre ce jeune homme inconnu et celle qui est censée être la grande sœur, mais qui est en vérité la petite sœur. Jusqu'au moment où, par accident, la petite sœur rencontre celle qu'elle croit être le jeune homme. Elle lui dit « Ah, mais vous êtes celui qui écrit des lettres d'amour à ma grande sœur ?» Elle dit « Non, en vérité, oui, c'est moi qui écris les lettres, mais c'est pas moi qui suis amoureux d'elle. Je suis le meilleur ami de celui qui est amoureux de votre sœur. Et puis, comme il ne sait pas écrire les lettres, c'est moi qui les écris à sa place. Et ça tombe bien, répond la jeune fille, parce que ma sœur non plus n'est pas capable de répondre à ces lettres, donc c'est moi qui écris les lettres. » Bon, on aura compris que ces deux-là, finalement, étaient voués à vivre ensemble une grande histoire d'amour et se marient. En vous lisant Amélie Nothomb, on se dit que vous nous avez proposé un conte, celui d'une héroïne forte, positive, inébranlable, qui aime les mots, qui aime la langue. Et puis on arrive, page 179, on change de narrateur, c'est vous qui prenez la parole, Amélie Nothomb, et vous nous révélez que l'histoire d'Adrienne, eh bien, c'est l'histoire de votre mère. C'est la première fois que vous écrivez sur votre mère. Qu'est-ce qui a permis finalement que ce soit possible de le faire maintenant ? Eh bien, c'est terrible à dire, mais ce qui m'a permis d'écrire enfin sur ma mère, c'est que ma mère est morte. Et je ne l'avais jamais dit, et je demande pardon à tous ceux à qui j'ai caché cette vérité depuis 1 an et demi. Ma mère est morte le 11 février 2024. Et je n'ai jamais été capable de le dire. Mon père est mort le 17 mars 2020, je l'ai dit à tout le monde sait que mon père est mort. Tout le monde a parlé de la mort de mon père. Ma mère est morte donc 4 ans plus tard, je n'ai pas été capable d'en parler. C'était au-delà de mes forces. Je ne sais pas pourquoi. C'était comme si d'en parler la tuait véritablement. Et que tant que je n'en parlais pas, elle était encore vivante. Bon, par ailleurs, elle est morte. Et c'est un personnage, ma mère est un personnage, mais tellement hallucinant. Vous avez parlé au début d'un personnage de conte. Tout ce que nous avons raconté jusqu'ici était parfaitement grand guignolesque. Vous avez dû penser, quelle imagination, cette Amélie Nothomb d'imaginer des monstres aussi improbables et tout. Je n'ai rien inventé.
Ma mère était ce personnage, ses parents étaient ces personnages. Sa grand-mère était ce monstre. Sa mère était réellement serial killer de chats. Ma mère a grandi, éduquée par une serial killer de chats. Évidemment qu'elle est devenue folle. Je suis la fille de cette femme-là, qui est morte l'an passé. Mais c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que raconter comme ça, on se dit, mais mon Dieu, quel cas social, mais c'est abominable, mais la pauvre Amélie Nothomb, on commence à comprendre maintenant pourquoi elle boit, pourquoi ça ne va pas du tout, enfin. Et que justement, non, c'est grâce à elle que ça va bien, parce que, en fait, je pense que ça va bien. Cette femme, ma mère, avait résisté à des situations tellement parfaitement invivables, et avec une telle bonne humeur, que quand on descend d'une telle mer, on est forcé de s'adapter. Je n'étais pas du tout comme elle à la base. Moi, j'étais celle qui ressemblait à son père, mais en moins bien. J'avais un caractère tragique, ombrageux. Je pense que sans mes parents, je serais devenue une grande dépressive, vous savez, de celle qu'on connaît pour leur front couvert de ténèbres. Et vous avez bien vu que ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Eh bien, c'est grâce à ma mère, puisque ma mère, m'ayant vu enfant, avait bien vu mon front chargé de ténèbres. Et elle s'approchait de moi en me disant « Mais qu'est-ce que t'as ?» Je lui disais « Mais ça va pas. » Et elle me disait « Mais pourquoi ça va pas ?» Je sais pas. Et elle me disait simplement « Mais tu n'as pas le droit. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. » Eh bien voilà, je suis la fille de Madame Tant-Mieux. Tout le monde appelait ma mère Madame Tant-Mieux. Et c'est parce que je suis la fille de Madame Tant-Mieux que j'ai pu m'adapter à des réalités aussi terribles que les présentations aux libraires, aux éditions Albin Michel. Voilà toute l'histoire. On ne va pas dévoiler les dernières pages du livre, mais elles sont absolument fantastiques et j'ai envie de dire que c'est un roman extrêmement puissant. Tout à fait. Merci Pascal. Merci Amélie. Alors Amélie, votre livre a été lu par Anne Martel de la librairie Martel à Amiens. Elle a une question à vous poser. Oui, et je vous remercie de m'avoir confié cette tâche. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Amélie, j'ai adoré le livre. Effectivement, ça commence comme un conte pour enfants, et puis au fur et à mesure, vous allez voir, la narration va se resserrer jusqu'à la fin où ce sera différent. Finalement, c'est aussi une histoire de survie, cette histoire. Et c'est une histoire d'amour. Il y a beaucoup d'amour, et des amours avec des couleurs très différentes. Je vous laisserai découvrir toutes ces nuances, mais il faut avoir vécu pour écrire un livre comme ça, et je suis ravie que vous l'ayez écrit. Ma question est la suivante. Que dirait, puisqu'on parle beaucoup de petites filles, que dirait la petite Amélie de 5 ans en rencontrant Amélie Nothomb que nous connaissons aujourd'hui, et que lui répondriez-vous? J'aime beaucoup, merci beaucoup de ce que vous dites, chère Anne, ça me touche énormément. C'est une question vraiment difficile que vous me posez là. Que m'aurait dit la petite Amélie? Prenons l'âge de ma mère au début du livre, 4 ans. Je pense que je me serais dit quelque chose comme « Comment tu as fait pour survivre aussi longtemps? Tant d'années ont passé, tu es toujours là, comment tu as fait ?» Je me souviens que quand j'étais petite, je pensais ne pas vivre longtemps. Et je pense que j'aurais été assez épatée de voir que j'aurais atteint un si grand âge. Que répondrais-je à la petite fille de 4 ans? Je lui aurais répondu continue de voler des rouges à lèvres. Voilà, c'était ma mauvaise action. J'étais une grande voleuse de rouge à lèvres. J'avais déjà une très grande passion pour le rouge à lèvres, et j'étais au Japon, pays où le rouge à lèvres est bien porté. Et je volais bien sûr ceux de ma mère, mais pas seulement. J'allais dans les maisons, voilà, j'ai volé beaucoup de rouge à lèvres dans ma vie, donc je me dirais de continuer cette carrière de voleuse de rouge à lèvres. La bonne nouvelle, c'est que vous avez survécu, et j'ai envie de dire, tant mieux.